À l'origine était le fratricide. 2 individus, esprits enfants, se sont disputés un coin d'herbe. L'un affirmait qu'il avait uriné plus loin que l'autre, le deuxième défendait que sa pisse sentait plus fort. Et puisqu'aucune de leurs déjections n'a pu surpasser l'une ou l'autre, et puisque le coin d'herbe, qui n'appartenait toujours à personne, est devenu un urinoir, ils n'avaient plus rien d'autre à comparer pour les départager que la taille de leur sexe. La réalité interne de leur culotte révéla que le sexe de l'un s'apparentait à un pouce et celui de l'autre à une bouche. Le premier affirma que son ergot d'entrecuisse était impénétrant et que donc sa supériorité était avérée par son pouvoir à combler des vides. Le second, en revanche, précisa que c'était bien son sexe en forme de bouche qui était supérieur par sa capacité à tout avaler, mais aussi à tout rendre. Puisque la taille décidait du vainqueur, alors le deuxième sexe était bien le plus vaste. Pris d'une violente jalousie face à cette réalité, le premier asphyxia le second en lui assénant qu'une bouche qui ne peut respirer est une bouche inutile. « Mort ! Ouvre en grand la bouche et mord ! Apprends que sourire sert à montrer les armes. Les crocs pour les ergots plantés dans la chair molle, arrachés à l'étouffement, grognent comme une hyène avec ses sœurs, et rit. Les hommes ont peur que les femmes se moquent d'eux, les femmes ont peur que les hommes les tuent. Ris tant que tu peux, nous sommes arrivés au fond, tout au fond de nos drames. Il n'y a plus de vide à combler. La chair sans viande, tu l'as mangée, digérée pendant des siècles, rivée que tu étais par la peur et l'étouffement. Bouche privée de souffle, sans son, punie de tous ces mots qui frappent contre ta propre langue. Ceux-là, quand ils sont tus, deviennent si durs qu'ils se changent en pierre. Et le feu qui maintenait en toi la lumière allumée les a léchés avec sa lime de temps. Tes mots, des pierres acérées comme des dents. Tu en as la bouche pleine, alors ris, montre les armes. Les hommes ont peur que les femmes se moquent d'eux, les femmes ont eu peur quand les hommes les ont tues. Demain, nous les entendrons comme une seule et grande ouverture de bouche, rire avec tout le miracle qui les peuple. Et, digestion faite, elles s'en retourneront sur un coin d'herbe pour chanter le printemps. Ils auraient aimé crier, Yel ne pouvait que chuchoter. Aujourd'hui, tout va changer. Écorchés, rétamés, abîmés, nous nous levons, nous crions. En leur nom pour nous et pour les prochaines, nous accusons le patriarcat, nous accusons le système binaire, nous accusons ceux qui ont fermé les yeux, nous accusons les discriminations. Nous ne vous pardonnerons pas, vous ne méritez même pas ça. Nous ne châtierons pas car jamais, jamais vous ne comprendrez, car jamais nous ne reproduirons, mais jamais nous n'oublierons. Merci de nous avoir montré le pire. Nous disons merci car nous ne pouvons qu'être meilleurs à présent et à tout jamais vous êtes l'ennemi et plus jamais vous n'existerez. Lorsque les preuves incessantes de domination qui, en plus d'être médiocres, ne souffraient de la moindre inventivité, nous inventons pour chaque soleil de nouvelles révolutions. En écho-dissonant, les armes de ces corps au présent sont alors autant de manifestes d'une fougue heureuse, trop longtemps en latence, à se jeter dans la brèche d'un orage bienheureux.
La fête y est grandiose d'expression d'être soi. On se mêle en confiance à la foule composite en haussant le regard, en arquant un corps droit, corps de géant né des corps d'en bas. Faisant face au soleil, c'est son regard béant, composé de centaines, qui devint donc garant des nouvelles traditions. À chaque révolution, il écoute et entend et poursuit les médiocres qui n'écoutent aucun nom. On vit dans un monde qui n'a aucun sens. Cette phrase a vu le jour en même temps que les sociétés humaines, quelques millénaires avant l'arrivée du saint homme. On vit dans un monde qui n'a aucun sens. Prononcée tout d'abord de façon éparse et sporadique, les personnes ayant le loisir, ou du moins l'espace d'exprimer ces mots, se virent remerciées par les personnes qui vivent selon ces dires. Ce monde a du sens. Le temps faisant, les humains pour qui le monde ne faisait pas sens disparurent. S'il n'y a plus personne pour dire que le monde n'a aucun sens, c'est que, fondamentalement, ce monde a du sens. Petit à petit, le progrès technique a fait que les humains pour qui le monde avait du sens ont été amenés à rencontrer d'autres humains. D'autres humains pour qui ce monde avait du sens, un autre sens. Votre monde n'a pas de sens. Les humains pour qui le monde avait du sens massacra les humains pour qui le monde avait du sens un autre sens. Ensuite, ils dominèrent les êtres dits transsens sous couvert que le sens qu'ils insufflaient au monde n'était pas suffisamment pur. Votre sens n'est pas assez. Des centaines d'années plus tard, les humains se sont démultipliés à un point tel qu'on ne pouvait plus vraiment discerner les humains pour qui ce monde a du sens, des humains pour qui ce monde a du sens un autre sens, des humains pour qui le sens n'était pas assez. Ainsi, toutes les personnes ne se reconnaissant pas dans le « ce monde a du sens » ont décidé de s'élever, de s'unir dans le « on vit dans un monde qui n'a aucun sens ». Voici comment une nouvelle ère a commencé. Bonjour! Je suis issu de la 107e génération. J'ai trouvé ma place sans la chercher, comme tout le monde. On m'avait averti pourtant dès mon plus jeune âge qu'il ne fallait pas pénétrer dans cette enceinte cadenassée portant en son sein un livre scellé. Oups! J'ai de la chance de ne pas m'être fait attraper. Qui sait ce qui me serait arrivé? Le livre n'a pas de titre. En bravant l'interdit, je découvre un récit jonché de violence, de crimes portant sur la quête du sens. Je n'arrive même pas à imaginer à quoi ces termes renvoient. Je ne peux pas vraiment en parler, je suis coincé. Ces mots n'arrêtent pas de trotter dans ma tête, de résonner. Ça me fait un truc. Grâce à l'interdit bravé, je mesure que nous sommes une génération de privilégiés. L'amour et la bienveillance ont été tellement normalisés qu'ils se sont vidés de leur sens. Aujourd'hui, je comprends pleinement que nous vivons dans une utopie, un paradis qui prend racine dans ce qu'il y a de pire. Sœur n'est pas mon nom. Sœur n'a jamais existé. Sœur n'est pas, mais résonne son clairon. Sœurs, sans nom, se sont regroupées. Au prix des pénis tout-puissants, castration viendra ton heure. Toi, pénis qui porte tous les noms, pénis exterminant, n'existeront plus jamais en ton érection nos pleurs et nos peurs. Alors, pénis ne sera plus gloire. Il n'aura plus sa place dans nos foires. Il n'aura plus sa place dans nos lois. Il n'aura plus sa place dans nos foi.
Alors, sœurs trouveront leur nom. Alors, seront écoutés leurs noms. Alors, seront écoutées leurs voix et leurs lois. Lois des sœurs regroupées, lois des émois retrouvés. Loin de ces pénis pénétrant jusqu'à leurs noms invisibles, jusqu'à leur vie jetée par convoi sous les coups des pénis soi-disant crédibles. Un jour, sœurs retrouveront leur nom, castreront toute cette vieille bande de gros cons. Et alors, pénis exterminés, sœurs créeront leur propre société, celle qui portera enfin leur nom, Adelphité. Au fil des jours, des mois et des saisons, Adelphité désormais en ton nom, sœurs n'ont plus peur, mais résonnent encore leur clairon, car l'écho de leur voix fonde les premières pierres de cette nouvelle maison. Paradisiaque de sa binarité effacée, sûr de ses pénis éradiqués, beau de cette solidarité enfin rencontrée, le nouveau monde peut enfin commencer. Je vais maintenant vous le raconter. Il en existe bien des tas, des contes de fées, mais très peu où l'on ne tient pas compte des méfaits perpétrés par les vicomtes, les méchants loups, les rois et même les princes charmants. Ici, rien de cela et nul doute. Chacun qu'une sait que sur ces adelphes, elle peut compter en tout temps. Doucement, et sans compte en banque quelconque, le découvert sur la vie courante des adelphes, laissé par les pénis à crédit illimité donc, se recouvre petit à petit, sans l'intervention du moindre petit elfe. À raison, nul besoin de magie. Il suffisait de s'unir, de s'organiser pour que l'organisation finisse par suffire. Suffire à ce que plus personne n'ait à souffrir. Suffire pour que ne subsistent plus que les rires. L'organisation n'est pas si complexe. 1. Espace où n'existe plus la notion de sexe. Pénis n'étant plus, vulve devient emblème. Et elle a la cote. Les géos l'avaient d'ailleurs vu venir en choisissant le clito comme mascotte. 2. La peur change de camp. Comme sont admis les humains mènes castrés, certains tennes eurent du mal à renoncer à leurs privilèges bien intégrés. Mais c'était sans compter sur l'exclusion qui pesait sur leurs pensées, et comme ces humains mènes anciennement pénissés n'étaient rien sans adelphes, elles durent s'habituer. 3. Le droit à l'erreur. Bien que très énervés de ces années d'oppression, les adelphes sont d'une clémence à toute épreuve. Alors, dans la limite de l'acceptable, une faute peut être pardonnable. Enfin, 4. L'adelphité en collectivité comme seul mot d'ordre. Ni dirigeant-jante, ni patron-patronne, ni pouvoir aux mains d'un d'une seule humain-mène. L'on s'organise ensemble, à tour de rôle, sans la moindre peine. Ainsi, le monde se portait bien mieux sans pénis. Et pour les sceptiques, ne vous en faites pas, les godes existent.
Femmes, peuple de tous, l'an 2075 approchant, il marquera le début d'une nouvelle ère, celle des femmes. Voilà près de 100 ans que l'on nous bassine avec la fin de l'humanité. Ne serait-ce pas plus juste de parler de la fin de l'homme avec un petit H? Alors oui, aujourd'hui, je vous annonce que l'homme tel qu'on le connaît, celui qui glorifie son misérable pénis, celui qui rabaisse, manipule, harcèle, violente, viole, torture et tue nos femmes, n'aura plus sa place dans notre société. Vous, peuple de tous, qui avez suscité tant de questions quant à votre normalité auprès des créatures monstrueuses que sont les hommes, pensez-vous que les actes de ces abjects individus étaient normaux? Non! Il est temps que nous nous réunissions autour des divinités que sont les femmes. Demain, le 1er janvier 2075, le monde des queens sera le nouveau monde. Essayez simplement d'imaginer, de rêver, de vous projeter dans ce monde où vous aurez chacune et chacun votre place, votre identité, la liberté d'être qui vous êtes. Plus de méchants, plus de haine, place à l'amour, car nous le savons toutes et tous. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Imaginez-vous, femmes, un monde où l'homme n'aura plus aucun pouvoir pour porter atteinte à votre intégrité. Un monde où vous pourrez rire, danser, chanter, nu ou habillé, en basket ou talons haut perchés, sans être un objet de désir ou bien quelqu'une à qui l'on pourrait nuire. Vous serez libre, vous serez belle. Sans eux, vous serez celle qu'on glorifie et qu'on respecte, plus celle qu'on terrifie et qu'on affecte. Demain, le 1er janvier 2075, sortons dans nos rues, proclamer à coups de paillettes de 1001 couleurs qu'une nouvelle ère est arrivée, celle des femmes. Celle de la vie, celle de l'amour, celle des merci, celle des toujours. Femmes, je vous aime. Qu'est-ce qui nous amène à la fin? C'est toujours une question subjective. Dans le monde d'avant celui-ci, nous étions de plus en plus opprimés, de plus en plus rejetés, des laissés pour compte. Parce que notre force de travail était trop faible, nos rendements inefficaces, nos corps n'étaient plus disposés à suivre les cadences. Nous nous retrouvions sans rien, une masse sans repère, sans appartenance. C'est ce qui a conduit à leur perte, les grands propriétaires. Ils se sont retrouvés si peu à détenir tellement que leur système s'est mis à vaciller. Ils se sont retrouvés seuls, contre nous, masse informe pour eux, mais armés de notre puissance, de nos rêves et de notre dépossession. Nous les avons vaincus. Et je vous le donne en mille, ce sont les femmes qui ont initié le mouvement. Elles ont d'abord décidé de ne plus enfanter, n'ayant plus assez de ressources pour nourrir et éduquer.
Les hommes n'ont d'abord pas compris et ont essayé de forcer les femmes à être fécondées par eux. Mais elles se sont rassemblées. Elles ont fait bouclier. Les vieilles en première pour protéger les plus jeunes. Elles ont rendu chaque coup et chaque injure jusqu'à ce que les hommes, moins nombreux et moins solidaires, s'avouent vaincus ou fuient. Une fois le calme revenu, la masse s'est mise en marche. Comme une immense marée humaine déferlant sur les usines, les grandes propriétés des grands propriétaires. Une fois le système renversé, la première action a été d'installer une table immense, de manger jusqu'à plus faim, de boire jusqu'à plus soif, de chanter jusqu'à plus voix, de danser jusqu'à plus force, et enfin, de dormir avant le grand réveil. Le jour du grand réveil reste un jour de fête. Même si, croyez-le bien, dans notre monde, la fête n'est pas un moment particulièrement extraordinaire. C'est même un des fondements, une base de conciliation. Nous faisons collectif par la fête. Nos problèmes se règlent par conciliation collective suivie de grandes bamboches où l'on joue sur les thèmes des problèmes passés. On ne se bat que contre ce qui nous porte préjudice. Et jamais avec la force des poings ou des pieds. On se bat avec les armes que nous ont transmis les luttes. On crie, on chante, on fait du bruit, un maximum. On ne se tait que lorsqu'on n'a plus rien à expulser de nous. Et on vit comme ça, en respectant les autres, en partageant les savoirs, en se confrontant, en analysant, en se remettant en question. On écoute les enfants, on observe les animaux, et on vit doucement, le plus doucement possible. On travaille peu, seulement pour le commun. Ce qu'on appelait autrefois des loisirs sont désormais la plus grande part de nos activités. Il n'est pas rare de voir les places silencieuses, remplies de lectrices et de siestes heureuses. Les parcs sont souvent investis de personnes cousant, tricotant, crochetant. Les rues s'emplissent régulièrement d'artistes de tout genre, bombeureuses, peintresses, graffeuses, crayonneuses. Des rassemblements de vagues à l'âme observent les fresques et s'apaisent. Les adeptes du bourdon sont modèles pour les ateliers de couture. Les sceptiques écrivent leurs questions sur les murs pour que d'autres y répondent. Les trop tristes écoutent les rires des enfants dans les champs. Je pourrais vous en dire plus, mais comme adepte du cafard, je vais flâner dans la forêt avec un troupeau de chiens. Vous venez d'écouter la restitution de l'atelier Que la peur change de camp. Texte et interprétation. Fanny Colneau, Roman Huber, Léna Kiski, Yacine Brognard, Manon Bojidarovitch, Alexis Moziman, Annette Gillard. Produit par l'association À Livre Ouvert Die Ein Offenes-Buch en partenariat avec La Grenze et la ville de Strasbourg, dans le cadre du OFF des Assises européennes contre les violences faites aux femmes, avec l'aide du soutien à la vie associative de proximité d'IVAP de la région Grand Est. Intervention de Annette Gillard à l'écriture, Fanny Colneau à l'interprétation, prise son et création sonore par Sébastien Brognard. Merci.